Bonne année Malek Bouti, merci d'être fidèle à BFM TV. Bonne année Guillaume Pelletier. Merci à tous les deux qui allaient donc batailler dans cette campagne dans deux camps différents. Et sur ce plateau, aujourd'hui, une des informations du jour, c'était cette lettre de François Hollande à la une de Libération pour le changement maintenant. Le changement, c'est maintenant. Je vais vous proposer, voilà la vraie version. Et puis, il y a eu aussi une version détournée. Le reniement, c'est maintenant, et c'est l'hibernation au lieu de libération. Et puis, voilà, c'est assez sévère. Et puis, lorsqu'on clique pour regarder, eh bien, on n'a ce rien. C'est sur le programme. Voilà, la parodie. C'est vous, Guillaume Pelletier, qui avez fait ça, qui avez imaginé ça à l'UMP ? Je crois que ça vient des jeunes populaires. Je trouve que c'est une idée assez efficace pour expliquer finalement non seulement la mollesse, mais le vide intersidéral du projet du Parti socialiste. Ce qui m'a beaucoup marqué, moi, dans cette lettre, d'abord, ça c'est un avis très personnel, j'aurais pas choisi Libération, qui enferme le Parti socialiste et François Hollande dans une sorte de boboisation, alors que l'enjeu clé, c'est les catégories populaires. Mais sur le fond du discours, il y a une succession de slogans éculés, de critiques paresseuses, Voilà, c'est le vide intersidéral, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'idée. Et il se présente comme le candidat des commentaires. Et en un mot, plus il est candidat, François Hollande, moins il est président. Bon, ça démarre fort. Bouti, vous êtes en forme? Non, moi ça ne me gêne pas du tout, parce que je pense que quand on est dans une critique qui est absolue, dans une bataille présidentielle, on sous-estime ses adversaires et on fait des grosses fautes politiques. Et je crois que c'est valable pour notre camp à l'égard du président de la République, ou ceux qui penseraient chez nous qu'il est battu d'avance feraient une erreur. Mais je crois que c'est le cas aussi à droite, qui depuis quelques semaines sont dans une sorte de rêve collectif, mais ça fait du bien de vivre, ou d'auto-persuasion. Je pense qu'il faut quand même voir qu'il y a un choix qui a été fait. Là, je vais revenir à la lettre de François Hollande. Il y a une lettre, il y a 8 millions de tracts qui ont été tirés, il y a des grands meetings régionaux qui vont commencer, c'est-à-dire on va rentrer maintenant dans le dur de la campagne. On n'est plus, je dirais, dans ce qu'on a appelé la drôle de campagne, pour l'expression de Pierre Moscovici, et que là, maintenant, on va être dans la conviction. Il ne faut jamais oublier une chose. Internet est extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Mais la conquête des voix, elle se fait sur le terrain. Pas sur les blagues et pas sur les trucs de potache. Il y a une proposition que vous retenez dans cette lettre que vous allez nous donner là ce soir ? Oui, la proposition, c'est d'abord une proposition politique générale. D'une personne, d'un personnage, oui, c'est pas d'un personnage. Il y a toute la stratégie, et on y reviendra, de la droite dans cette campagne, c'est d'expliquer qu'en fait, il n'y aura pas vraiment de choix, qu'il n'y a pas de choix de fond. Et toute la démonstration du courrier qu'a fait François Hollande à l'opinion publique en général, c'est de dire par cette formule qui est la plus importante, il y a des problèmes incontournables, il y a des problèmes qui se posent à tout le monde, mais il n'y a pas une seule politique possible. Et d'ailleurs, même à droite, il y a beaucoup de gens qui le pensent qu'il n'y a pas une seule politique possible. Et c'est donc là-dessus qu'est lancée l'offensive de François Hollande, mais les propositions, la déclinaison maintenant, on ne livre pas tout le 2 ou le 3 janvier, vont venir. Oui, moi je trouve que on est d'accord, on n'est pas là pour être dans la posture ou l'attaque immédiate. Il n'empêche, depuis 2 ou 3 mois, on a un François Hollande qui ne propose rien comme alternative. Plus les temps sont durs, plus le candidat est mou, et la lettre d'aujourd'hui le démontre. Il n'y a aucune perspective d'avenir. Où est l'espérance? Où est l'autre politique? Où est la crédibilité? Où est la politique de courage et de vérité qu'attendent les Français sur plein de sujets? C'est ça qui est extrêmement marquant. Ça ne veut pas dire, attention, et je le dis de manière très 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 forte, qu'on est là uniquement pour s'appuyer sur les faiblesses de l'adversaire. Nous, on a un bilan à défendre et on va le défendre avec beaucoup d'énergie. On a une espérance à tracer. Et là, un bilan que j'estime, on pourra en reparler, sur les heures supplémentaires, sur la burqa, sur l'autonomie des universités, le service minimum. Oui, c'est des choses extrêmement marquantes et concrètes pour les Français. Faire les élections présidentielles sur la burqa, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est pas que ça, j'ai pas parlé que de ça, mais c'est le vivre ensemble et la laïcité, c'est des valeurs qu'on n'a pas le droit de laisser comme ça en suspens, c'est des valeurs extrêmement fortes. Et puis il y a une espérance à tracer, que le président de la République a commencé à tracer samedi soir lors de ses vœux, et je trouve que la lettre aux Français de François Hollande est à côté de la plaque dans ce domaine. Alors là-dessus, juste un petit mot et un petit clin d'œil, il y a aussi une parodie de la parodie qui est parue, toujours sur Twitter, regardez, il ne faut pas se priver, donc voilà, on reprend toujours cette une de Libération et ça devient, voilà comment vous avez réussi à détourner par l'hibernation, à ne pas parler de l'immigration, de l'interpellation, de l'exclusion, ou de la stigmatisation. Voilà, ça continue, et à mon avis, ça va continuer. C'est là qu'on voit que cette campagne se fera beaucoup quand même sur Internet aussi. Oui, mais il faut quand même dire aux militants un petit message, qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui pensent qu'en fait, on a tout fait quand on a passé 2 heures devant le clavier.
Et moi, ce qui me frappe dans la campagne, c'est que ça ne va pas se jouer qu'autour de... Moi, je ne nie pas le rôle d'Internet, mais je crois que Internet, dans cette campagne, ne sera pas le Internet qu'on a connu de Barack Obama. Je pense qu'Internet a plus une valeur paradoxalement de désinformation, de propagande en tout cas. Oui, mais il y a beaucoup même de choses pas très propres sur Internet qui circulent. Je pense que le contact, comprendre la vie des gens, maintenant, il faut un peu sortir. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une vie réelle et que l'intérêt d'Internet n'est pas d'être la vie réelle. Donc, pour tous les militants, le bon exercice, c'est plutôt de lire, de comprendre, de se préparer plutôt que simplement faire des parodies. Non, ça a tout un travail d'information, éclairer l'opinion publique et c'est utile, mais ça reste effectivement, alors pour le coup, on est d'accord avec Malek, la vie virtuelle et que la vraie campagne, nous on le voit l'un et l'autre, je pense sur le terrain, c'est le porte-à-porte, c'est les marchés, c'est les Français, c'est la proximité et qu'Internet ne remplacera aucunement les campagnes de proximité, quels que soient les camps des partis politiques. Alors comment vous allez leur expliquer la TVA sociale et l'augmentation des prix, peut-être pas des produits de première nécessité qui sans doute seront exclus d'une augmentation de la TVA, vraisemblablement, mais en tout cas qui s'annonce une augmentation des produits en général et des prix en général. C'est sans doute l'une des grandes mesures d'envergure de cette fin de quinquennat qui est indispensable. Pourquoi ? Pour au moins 2 raisons. D'abord, on vit dans un nouveau monde et nous devons amortir le choc de la mondialisation avec les Chinois, les Indiens, les Brésiliens qui nous concurrencent avec, on sait, une main-d'œuvre à bas coût et il nous faut réagir. Deuxièmement, on a trop longtemps, et on peut se faire aussi notre propre autocritique, enfermé l'économie française ou à droite autour du CAC 40 et des grands groupes, ou à gauche avec uniquement le tout fonction publique. Or, 2012, dans une problématique d'emploi et de pouvoir d'achat, doit être l'année des PME et des TPE. Il faut libérer le travail, il faut abaisser les charges sociales. Moi, je suis un petit chef d'entreprise, j'ai créé ma société il y a 3 ans, j'ai 7 salariés. J'aimerais en permanence pouvoir développer et embaucher, mais pour ce faire, il faut évidemment alléger le coût du travail. Je crois que quand on compare entre l'Allemagne et la France, pour un salaire brut de 100 € en moyenne, c'est 50 € de charge en France, 39 en Allemagne. Si on veut rivaliser avec nos concurrents européens et du monde entier, il nous faut évidemment alléger le coût du travail. Alors moi, je propose un principe pour toute la campagne. Si on arrêtait de parler de l'Allemagne une seconde. Je veux dire, il n'y a pas un sujet. Franchement, ils ont des résultats d'enfer. Oui, on a vu 5% de chômage hier. Super, mais je ne connais pas beaucoup de Français qui se déplacent pour aller vivre en Allemagne. Donc on a des choses super chez nous aussi. On peut s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Oui, mais ça arrive que la France fasse des bonnes choses. Ah, bien sûr. C'est bien de vivre en France aussi. Parce que comme tous les sujets ramènent à l'Allemagne, on va parler un peu de la France. Moi, je pense que la vraie lecture de l'offensive sur la TVA sociale, à part le calendrier, à part la TVA, à part tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une forme de renoncement d'une stratégie présidentielle qui est en train de changer. Il y a un changement de cap et il ne faut pas le nier. Ce changement de cap, il est extrêmement important. C'est que le président de la République, l'équipe gouvernementale ont renoncé à l'idée qui pourrait sortir par la croissance et porter l'ensemble du modèle français. Grosso modo, le choix qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007, c'était cette fameuse formule « j'irai chercher la croissance avec les dents ». Il y a désormais cette TVA sociale. L'objet de la TVA sociale, il faudrait en débattre et vous aurez l'occasion avec beaucoup de responsables politiques, elle n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, sur le coût du travail. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le coût du travail qui est en jeu parce qu'on embauchera les gens quand il y aura de la croissance, c'est-à-dire quand il y a du travail à proposer. L'essentiel de la TVA sociale, elle est de diviser maintenant les salariés en deux. Ceux qui ont les cadres moyens et cadres supérieurs et de leur proposer une sorte de deal, de leur donner plus d'argent, augmenter le salaire direct, en contrepartie d'un certain point de vue, d'une forme de déchirement du pacte salarial qui fait que toutes les cotisations sociales, qu'il y a une sorte de solidarité des salariés. Les augmentations de salaire, elles sont pour tout le monde, si c'est appliqué correctement. Non, il faut bien comprendre la chose suivante. Ce que disait Xavier Bertrand tout à l'heure sur le plateau. Oui, mais pour calculer, il faut calculer ce qui va rentrer et ce qui va sortir. Or, il est clair que les catégories sociales qui vont en bénéficier, là je parle chez les salariés, je parle pas du capital, etc. Chez les salariés, c'est que c'est une mesure qui vise à émettre un message au cœur de l'électorat socialiste par ailleurs, cadre moyen, cadre supérieur, en leur disant nous vous proposons une autre forme de solidarité où finalement l'impôt va remplacer la cotisation sociale, où on va augmenter votre salaire parce qu'on parle souvent des plus pauvres, des chômeurs, mais les gens qui travaillent, même cadres, ont perdu beaucoup d'argent et donc de jouer sur cette peur qui traîne dans la société. Je ne prends pas cette offensive à la légère, on en a parlé ce soir au bureau national du PS, c'est une offensive qui va durer longtemps, c'est peut-être le thème majeur de la présidentielle qui vient de se dessiner et je pense que les socialistes vont devoir combattre durement parce que on va proposer d'un côté... Surtout qu'il y en a qui étaient d'accord. Oui. Manuel Valls était d'accord. Mais bien sûr. C'est la valse de Manuel Valls, parce que alors là, sur le sujet, c'était assez impressionnant. C'était il y a quelques semaines. Malgré les apparences, en fait, Manuel Valls n'est pas le candidat. Donc... la communication, c'est pas en réalité, le grand débat vient de s'ouvrir. C'est-à-dire, vous avez d'un côté la proposition de la droite qui va être cette proposition autour de la TVA sociale
plus d'autres choses. Et de l'autre côté, est-ce que les socialistes arriveront à proposer une sorte de pacte de salariés pour le contrer? Je pense que ce sera le grand débat. En une petite minute, ce que je voudrais vous parler de François très rapidement. Bayrou. Moi, je pense exactement le contraire. Sur la TVA sociale, c'est le choc de la compétitivité. C'est la première fois qu'on va essayer de lutter au niveau national et après, j'espère, européen, face à la mondialisation et aux produits importés, faire supporter aux produits importés notre modèle social, notre protection sociale qui doivent être maintenus et surtout offrir et aux salariés du gain de pouvoir d'achat et à nos entreprises PME, TPE une compétitivité accrue. C'est extraordinaire, c'est révolutionnaire comme mesure. Écoutez, si tout le monde gagne, qui paye? Mais c'est exactement l'inverse. Non, mais tout le monde gagne, c'est donnant. Justement, c'est les produits importés principalement. Ce sont les Chinois, les Indiens qui vont participer. Ah, les Chinois. Oui, mais c'est le nouveau monde, Malek Bouti. Hein. C'est les Chinois. Il faut que tout soit rééquilibré aujourd'hui. Les Français écoutez, vont vous c'était aujourd'hui François Bayrou, CE. J'ai été frappé en écoutant les vœux du président de la République. Tout son discours tendait à faire croire que cette crise venait de l'extérieur, de la finance mondiale, des désordres du monde, comme si les dirigeants français la subissaient. Et moi, je veux vous rappeler qu'ils en sont la cause principale. C'est lui le troisième homme, c'est lui le danger pour votre candidat, pour votre candidat. Il est en train d'émerger dans les sondages. Oui, d'abord, moi, je ne crois pas beaucoup à l'homme providentiel. Malek Bouti l'avait dit juste avant Noël. François Bayrou lui-même est comptable de tout ce que les majorités ont pu faire depuis une vingtaine d'années. Il a été membre de la majorité tout au long des années 90. Oui, quand mais même, enfin, il a changé. De la droite il a une traversée du dessert. Et du centre. C'est très bien de constater ou de contester, mais il est intéressant aussi de proposer. Ce qui est certain, c'est qu'on le voit dans les différentes études, sa progression aujourd'hui à François Bayrou se fait plutôt au détriment de François Hollande. Et il faut, au-delà de tout ça, faire des propositions extrêmement concrètes. Par exemple, sur la TVA sociale dont on vient de parler. Il dit ni pour, ni contre, bien au contraire. C'est-à-dire, il dit pourquoi pas, mais mon équipe est pour, mais moi, je réfléchis. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des propositions sérieuses et crédibles et qu'on tienne surtout sur ces sujets-là un discours de vérité et de courage aux Français. Si François Bayrou, ça marche, est-ce que ça veut dire que c'est parce que François Hollande n'est pas bon ? Non, je ne pense pas, parce qu'il avait déjà fait une extraordinaire campagne en 2007. Pour répondre à votre question, moi je préférerais que ce soit François Bayrou le troisième homme pour la démocratie française. Malheureusement, je ne crois pas. Je crois malheureusement que l'extrême droite, le Front National, Marine Le Pen, est en train de créer une situation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu de ces élections présidentielles, c'est pas qui va gagner. Qui est capable de sortir le pays de la crise systémique dans laquelle il est rentré et dont tout le monde sait que le pire est devant nous. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, le 20h, dans la Marshall, tout de suite.